Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Donc, oui, partenariat, j'ai pas de conflit d'intérêt ni de biais. Alors, les objectifs de la capsule aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur le modèle de soutien en emploi IPS. J'ai plutôt, dans le fond, j'ai pensé aux questions qui nous sont le plus souvent posées, mais je vais me référer au principe du modèle pour y répondre. Donc, comment déterminer si une personne qui a un trouble mental est prête à travailler? Comment accompagner la clientèle qui présente des attentes irréalistes et quelles informations personnelles une personne avec un trouble mental doit partager avec un employeur. C'est sûr que juste pour vous expliquer un peu le modèle, puis je suis consciente qu'il y a juste 3 programmes IPS au Québec, donc un à Montréal, un à Québec, un au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je suis consciente qu'il n'y a pas ce modèle-là dans toutes les équipes, mais ben, j'espère pouvoir comme influencer un peu votre pratique, que vous puissiez puiser certains principes, là, puis les appliquer dans votre pratique. Alors, prochaine diapo. Donc, 3 questions, si vous pouvez, avec votre téléphone. Alors, la première question, c'est quel est le pourcentage des personnes qui ont un problème de santé mentale qui aimeraient occuper un emploi sur le marché régulier du travail? Je pense qu'on peut passer à la deuxième question. La majorité des personnes qui ont un trouble mental grave ont des attentes irréalistes par rapport au type d'emploi qu'elles veulent occuper. Puis l'autre question, dernière question. Une personne qui a un problème de santé mentale est dans l'obligation de partager des informations sur son diagnostic ou les symptômes aux employeurs. Donc, je vais revenir sur les réponses à la fin de la présentation. Donc, le modèle IPS, juste pour vous situer, on offre un accompagnement intensif aux personnes qui ont un trouble mental grave. Bien, au départ, c'était la clientèle visée, mais avec les années, le modèle s'est adapté à différentes clientèles comme personnes qui ont des troubles concomitants, troubles de dépendance, les jeunes premiers épisodes psychotiques, par exemple. Puis, l'objectif, c'est vraiment d'aider les personnes à trouver et maintenir un emploi ou un programme d'études sur le marché régulier selon leurs préférences. Donc, c'est dans les meilleures pratiques en santé mentale. Il y a eu plusieurs études aussi qui ont prouvé que le modèle donnait des meilleurs résultats que d'autres approches traditionnelles. La façon dont ça fonctionne comme au CIUS de l'ouest de l'île, c'est qu'on est une équipe de 6 conseillers au travail, puis on va desservir des équipes cliniques comme les équipes SIM, les équipes de premier épisode. Donc, les principes, je ne vais pas m'attarder non plus. Je vais parler de certains là, dans la présentation. Donc, prochaine diapo. Comment déterminer si une personne qui a un problème de santé mentale est prête à travailler ou non? Alors, dans le modèle IPS, un de nos principes, c'est le critère d'exclusion zéro. C'est quoi le critère d'exclusion zéro? Ben, c'est que, en fait, toute personne qui est motivée, qui démontre un intérêt à travailler ou étudier, ben, va être acceptée dans notre programme, va pouvoir recevoir nos services. Donc, c'est vraiment la motivation de la personne qui est le critère le plus important. Donc, on va faire des démarches d'emploi, de retour aux études, peu importe si la personne elle a encore des symptômes de la maladie, si elle a des problèmes de consommation, instabilité au niveau du logement.
si elle a peu ou pas d'expérience de travail. C'est vraiment quand elle manifeste la motivation. Si je fais un lien avec la présentation, aujourd'hui, la situation, c'est sûr que quand la personne elle consomme puis qu'on n'a pas accès là, comme à une discussion, ça ne sera pas possible, mais peut-être que, comme là en ce moment, si elle est hospitalisée puis elle est plus disponible, ben, ça serait de discuter euh, du retour aux études, par exemple. J'ai entendu qu'elle a déjà eu comme objectif de retourner aux études. Donc, c'est d'essayer de créer une motivation, un objectif là, pour la personne. Alors, pourquoi le critère d'exclusion zéro? Plusieurs explications. Premièrement, il y a eu beaucoup d'études dans les années 80-90 qui ont essayé d'identifier des variables qui vont prédire la réussite de réintégration au travail. Par exemple, est-ce que une personne qui a eu beaucoup d'hospitalisation va avoir plus de difficultés à s'intégrer au travail. Une personne qui a encore beaucoup de symptômes de la maladie, etc. Et on n'est pas arrivé. Il n'y a pas d'études là, qui ont été concluantes pour vraiment identifier une variable personnelle. Peut-être à part l'expérience de travail. Les personnes qui ont plus d'expérience de travail vont avoir plus de facilité à s'intégrer en emploi. Ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que le modèle qu'on utilise a beaucoup plus d'impact sur les résultats que les variables individuelles. L'autre étude aussi qui est intéressante, c'est que on a démontré que, ben, je m'inclus là-dedans, les intervenants de la santé mentale, on est des très mauvais prédicteurs de qui va réussir ou non à s'intégrer sur le marché du travail. Peut-être parce que on voit les gens quand ils sont en crise, mais dans la pratique, je pourrais vous donner vraiment beaucoup d'exemples où une personne se présente très bien, puis que je me dis, waouh, ça va être facile de l'intégrer en emploi, puis l'inverse aussi. Je vous donne un exemple de ma pratique. Quand j'ai commencé à travailler, excusez-moi, je travaillais dans un centre de réadaptation dans la communauté et on avait aussi des mesures de préparation en emploi. Donc, il y avait un client qui était sur une mesure de préparation puis qui faisait l'entretien ménager. Donc, je le croisais souvent. Puis, il travaillait très lentement, comme par exemple, il passait le balai lentement, il époussetait. Puis, quand sa mesure a terminé, il a été référé au programme de soutien en emploi. Puis, je me suis dit, wow, je le vois travailler à tous les jours, puis ça va être vraiment difficile de l'intégrer en emploi. Et il voulait travailler à la préparation de repas là, dans des restaurants. Fait que ça, on sait que ça demande quand même de la vitesse, travailler dans un restaurant. Puis finalement, ben, je l'ai aidé parce que dans le modèle IPS, ce qui est important, ben, c'est de respecter les préférences des personnes, mais c'est aussi de faire un bon pairage entre le profil. Donc, on va vraiment regarder les forces des personnes et un type d'emploi. Mais c'est ça. Donc, je me disais, c'est pas le meilleur pairage parce que il veut travailler en restauration puis c'est très rapide. Mais finalement, il était vraiment motivé. Il est allé porter des CV par lui-même. Il ne voulait pas que je m'implique avec lui ou avec les employeurs et il a trouvé assez rapidement un emploi. Puis finalement, ben, il s'est maintenu en emploi, à ma grande surprise. Puis j'avais quand même un bon lien avec lui. Puis je lui ai demandé, je lui ai posé la question, j'ai dit, ben, je dois t'avouer que je suis assez surprise que ça ait fonctionné parce que quand je te voyais travailler au centre, ben, tu travaillais très lentement. Puis il m'a dit, ah, ben, au centre, il n'y a personne qui me demandait de travailler vite. Donc, c'est un exemple pour démontrer que, c'est ça, souvent, on va voir les gens quand ils vont pas bien ou dans des situations plus artificielles où on leur demande pas là, de performer. Donc, prochaine diapo, ce qui est important de se rappeler pour déterminer si une personne est prête ou pas, mais c'est que
on est des mauvais prédicteurs de qui va réussir à s'intégrer. Il n'y a pas de variable individuelle qui prédit la réussite de réintégration. Donc, la motivation, c'est vraiment le critère le plus important, à part l'expérience de travail. Donc, ce qui est important de retenir, c'est de parler souvent aux personnes que vous soutenez, que vous accompagnez, de retour en emploi, de retour aux études, puis de miser sur leur force aussi. Prochaine question. Comment accompagner une personne qui a des attentes irréalistes? Donc, le principe le plus important dans notre modèle, on va beaucoup se référer au modèle du rétablissement, c'est de respecter les préférences des personnes en termes de type d'emploi qu'elles veulent occuper, les informations qu'elles veulent partager aux employeurs, je vais y revenir dans la dernière question, puis le soutien qu'on va leur apporter, donc où, quand, comment on va les soutenir. Donc, je vous donne un autre exemple de ma pratique. J'ai accompagné un jeune qui, lui, son rêve, c'était de devenir ambulancier, paramédic. Sauf que, il était suivi à la clinique des premiers épisodes psychotiques, puis il avait encore beaucoup d'anxiété. Il consommait du cannabis à tous les jours. Il avait un dossier criminel. Par contre, il était vraiment motivé, puis il avait travaillé beaucoup dans les entrepôts. Puis ce jeune-là, il était vraiment frustré des services parce que tous les professionnels qui consultaient les agents d'employabilité l'encourageaient pas à suivre son rêve de devenir ambulancier parce qu'il y avait un dossier criminel et il y avait aussi la consommation puis les symptômes. Mais ce que j'ai fait, c'est pour respecter sa préférence, je lui ai demandé, est-ce que tu sais ce que ça prend pour devenir ambulancier? Parce que souvent, c'est pas tant que les personnes ont des attentes qui sont irréalistes, c'est qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'elles doivent faire pour arriver à leur objectif. Donc, prochaine diapo. C'est ça, pour avoir une approche comme vraiment plus axée sur le rétablissement, ça nous demande comme intervenant de s'asseoir à la place du passager et vraiment laisser la personne nous conduire. Donc, on est là pour les accompagner, pour les soutenir, pour qu'elles aillent elles-mêmes chercher les réponses à leurs questions. Donc, les laisser faire leurs choix, puis apprendre de leurs expériences. Fait que ce que j'ai fait pour le jeune, c'est qu'il ne savait pas exactement ce qu'il devait faire pour devenir ambulancier. Donc, je l'ai accompagné. On est allé à une visite d'un cégep. Puis, il a posé lui-même ses questions. Puis, finalement, il pouvait s'inscrire au programme, faire une demande de pardon. Puis, je me rappelle que le professeur il avait expliqué que les cours étaient assez pratiques, donc il allait voir rapidement si le métier s'était fait pour lui ou pas. Puis c'est ça qu'il a fait. Puis au bout d'une session, il s'est rendu compte par lui-même que c'était pas pour lui, le métier d'ambulancier. Donc, c'est ça, on va vraiment accompagner les personnes, les soutenir, mais ce qui est important de retenir, c'est d'entretenir l'espoir, de ne pas détruire les rêves des personnes, s'asseoir à la place du passager, puis les laisser faire leurs choix, puis apprendre de leurs erreurs. Alors, la dernière question, quelles informations personnelles une personne doit partager avec un employeur? Donc, le partage d'informations, ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est que c'est un choix. Puis ça, c'est important de l'expliquer aux personnes parce que c'est comme si avec la santé mentale, il y a des zones grises. Il y a plusieurs personnes qui se sentent obligées de partager des informations comme sur leur diagnostic ou leurs symptômes aux employeurs. Je fais souvent le parallèle avec la maladie physique, comme une personne qui a le diabète, mais elle ne va pas se sentir obligée de dire qu'elle a le diabète si ça n'a aucun impact sur son travail. Donc, dans le partage d'informations personnelles, il y a des personnes qui vont dire
non, moi, je veux partager aucune information aux employeurs. D'autres qui vont, ça va être clair pour elles qu'elles veulent partager. Il y en a même qui veulent partager leur diagnostic. Mais il y en a beaucoup qui sont ambivalentes aussi par rapport à cette décision-là. Donc, on en a parlé là, dans la capsule. On va utiliser la balance décisionnelle pour aider les personnes à prendre leurs décisions. Prochaine diapo. Ah, désolée, peut-être que c'est l'autre après, peut-être. Oui, donc on va faire les pour et les contre. Souvent, les contre, ça va être la peur du jugement, la peur d'être discriminé, mais qui peut être réelle aussi parce que même si les employeurs n'ont pas le droit de discriminer, bon, c'est quelque chose qui est parfois, malheureusement, qui va se passer. Euh, Peur de que les autres pensent qu'ils ne sont pas capables de faire le travail, que les collègues vont avoir une surcharge de travail. Mais les pour, mais c'est que ça permet des accommodements en milieu de travail, ça permet du soutien, de se sentir honnête. Puis, ça permet aussi d'expliquer les périodes d'inactivité, les trous dans le CV, puis de se présenter au travail quand les symptômes sont encore là. Si on revient à la diapositive d'avant, bien, je pense que c'est important aussi d'informer les personnes sur leurs droits. Selon les articles 49 et 50 de la loi sur la santé et sécurité au travail, mais une personne est dans l'obligation de partager des informations sur son état de santé si son état nuit à sa sécurité ou à celle de ses collègues. Puis, bon, la loi 50, c'est que les employeurs sont obligés d'assurer la sécurité de leurs employés. Comme je le disais, selon la Commission des droits de la personne, ben, la discrimination est interdite par les employeurs. Puis, ils sont dans l'obligation aussi de mettre en place des accommodements pour leurs travailleurs raisonnables, c'est-à-dire qui sont peu coûteux sur les lieux de travail, comme permettre plusieurs pauses plutôt qu'une grande pause. On avait aussi déjà permettre de mettre des écouteurs pour couper le bruit ou des accommodements comme ça. Donc, je vais passer à ouais. Les attentes des employeurs aussi, ce qui est important de savoir, les employeurs, ils veulent savoir trois choses en général. Premièrement, est-ce que la personne est capable de faire le travail? Donc, est-ce qu'elle a les compétences, l'expérience? Est-ce qu'elle va s'intégrer à l'équipe de travail? Puis surtout, ce qu'on va discuter avec les employeurs, c'est pas des symptômes ou des diagnostics, mais plutôt de l'effet des symptômes sur la performance au travail. Donc, on va parler plus des cognitions, problèmes de mémoire, problèmes de concentration, la vitesse de travail. Puis ça, c'est vraiment un langage qui parle plus aux employeurs que les symptômes, diagnostics, médications, ils ne connaissent pas. Puis, ce qu'ils veulent savoir aussi, c'est comment ils vont faire pour accueillir la personne, pour bien la soutenir, puis est-ce qu'ils vont devoir mettre des accommodements en place. Donc, c'est vraiment ça qui intéresse les employeurs. Prochaine diapo. Donc, ce qui est important d'enseigner aux personnes quand on parle de partage d'informations, comme quand les personnes veulent retourner au travail, bien, c'est ça, c'est de changer le langage médical en langage plus des employeurs, que les employeurs connaissent. Donc, plutôt que de parler de symptômes, de diagnostic, de médication, prochaine diapo, bien, on peut l'adapter au langage des employeurs, comme je vous disais, en parlant de cognition, de stratégie d'adaptation, d'accommodement. Donc, plutôt que de dire j'entends des voix, mais j'ai de la difficulté à me concentrer, puis bon, parfois, je vais avoir besoin de prendre des notes. Plutôt que de dire j'ai un trouble anxieux, mais je vais avoir besoin de prendre plusieurs pauses pendant la journée plutôt qu'une grande pour aller me ressourcer. Je prends de la médication qui m'endort le soir, bien, un horaire de soir me convient mieux. Puis je fais de l'anxiété sociale, bien, on peut transformer ça en force de dire, bon, moi, je suis compétent plus pour préparer la nourriture à l'arrière, puis pas au service à la clientèle.
Prochaine diapo. Donc, à retenir pour le partage d'informations, mais c'est vraiment de miser sur les forces des personnes et non sur leurs symptômes, leurs diagnostics, de leur donner des informations sur leurs droits, puis les obligations, d'adapter le langage à celui des employeurs plutôt que le langage médical. Donc, de parler de stratégies compensatoires, d'accommodement, de compétences. Alors, on revient aux questions. Je ne sais pas si ça ne fonctionnait pas. Donc, je peux les dire si on n'a pas le quiz. Alors, il y a 65% des personnes qui ont un problème de santé mentale qui veulent travailler sur le marché régulier, donc pas des préparations en emploi. Il y a seulement 15% qui travaillent effectivement. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire, de parler plus du travail, des études. Puis ensuite, les personnes, ben, je l'ai dit, ne sont pas dans l'obligation de partager des informations personnelles à moins que vraiment leur état de santé nuise à leur sécurité. Puis l'autre question sur les attentes irréalistes, ben, je pense que j'ai répondu aussi, c'est que les gens, souvent, c'est qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils ont pas, je vous dirais que la majorité des gens n'ont pas d'attentes irréalistes et qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire pour atteindre leurs objectifs. Alors, je pense qu'il nous reste 5 minutes si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup Mireille pour la présentation. Donc, n'hésitez pas à lever la main là, pour vous avez des questions en lien avec la présentation pour Mireille.